Bienvenue à cet autre balado Saumon Québec, produit par la FQSA. On est dans les studios de production 35 mm. On est très bien d'ailleurs ici. Très bien. Je suis un peu nerveux parce que là, j'ai affaire à deux biologistes quand même, tu sais, de formation. Myriam Bergeron, directrice générale de la FQSA. Monsieur François Caron, enchanté. Ça fait plaisir. Bonjour, Vous avez un pedigree, Monsieur Caron, qui peut intimider un gars comme moi qui n'est pas un spécialiste du saumon, mais je suis certain qu'on va réussir à trouver nos deux passions, notre passion du saumon et des rivières et du territoire québécois vont sûrement faire en sorte qu'on va se retrouver. Mon inculture, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui vont peser sur play pour écouter ce balado-là, vont se dire, enfin, on va apprendre sur cette grande histoire de la gestion du saumon et de toute l'histoire de ce poisson-là. Alors, je vais juste faire un petit résumé pour vous présenter. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous connaissent. Biologiste de formation, vous avez travaillé au ministère sur plusieurs projets portant évidemment sur le saumon. Vous avez été membre du comité scientifique de la FQSA et vous êtes ancien directeur de la SSRR, Société de saumon de la Rivière-Romaine. Absolument. Bienvenue parmi nous. Merci. C'est drôle parce que je voulais parler des années 80, à quel point dans les années 80, la gestion du saumon a changé. Puis il y a une image d'ouverture que j'aurais envie de vous dire, c'est que je me souviens d'une image à la ZEC d'accueil de la Grande Cascapédia. On voit des Américains avec des boîtes sur le bord du train qui repartent avec des boîtes de bois, avec la glace dedans, puis ils ramènent leur saumon. À une époque où on pensait que cette ressource-là allait être illimitée. Bon, il n'y avait pas accès tout le monde autour, c'est toute une autre histoire, le déclobage. Mais ce saumon-là, qui est dans la mythique du territoire ici, dans les années 80, il y a des gens qui ont fait, comme vous avez dit, faut que ça change, sinon on n'aura plus accès à ce poisson-là. Moi, je suis arrivé au début des années 80-81 que j'ai commencé à travailler sur le saumon. J'étais à ce moment-là dans une équipe, puis il y avait Yvon Côté qui était le directeur du groupe. On était deux biologistes qui travaillions sur le saumon à ce moment-là. Par le ministère? Pour le ministère, oui. Puis j'étais au Central à Québec, c'était la division qui s'occupait plus des aspects recherche. Puis ça, dans le fond, toi, quand tu es arrivé au ministère, je pense que c'était vraiment justement vers la fin du déclubage, puis là, vraiment le début de la formation des EC, puis tout ça. Comment ça s'est passé, un peu, cette transition-là, puis le début d'organisation des organismes qu'on connaît aujourd'hui? Moi, quand je suis entré au ministère, il y a quelques années auparavant, j'ai travaillé dans le nord de Montréal sur le déclubage des territoires de chasse et pêche. OK. Alors là, j'ai vu comment ça s'est passé plus sur cet aspect-là. Mm-hmm. Sur les clubs privés, c'est assez délicat parce qu'il y avait des différentes compositions et différentes situations. Il y a des clubs privés qui étaient propriétaires du fond de la rivière, ce qui est encore le cas dans certaines situations. Il y en avait, et puis c'était des institutions souvent qui étaient très bien réseauté. Ouais. Oh, c'est une belle façon de le dire. Oui, effectivement. Qui avait des bons amis. Qui n'étaient pas prêts à se laisser brasser. Alors, il a fallu y aller délicatement, je pense. Mais vous allez avoir d'autres personnes que moi pour mieux vous parler de l'aspect déclubage. Yvon Côté, entre autres, il était au premier loge. Qu'on va recevoir bientôt, absolument. Mais donc, quand on est biologiste comme vous avez étudié, est-ce que quand on étudie en biologie, on choisit un certain secteur en maîtrise? Est-ce qu'on choisit à un certain moment donné un sujet X? Est-ce que c'était un de vos sujets? Je pense que vous venez d'Estrie. Est-ce que vous avez dit que vous venez de... Oui. Donc, vous êtes loin du saumon de la Rivière-Romaine. Quand j'ai commencé à travailler sur le saumon, j'ai passé une entrevue pour le poste qui était affiché. Et puis, quand ils m'ont posé une question sur le saumon, j'ai dit « Oh, stop, moi, je ne connais pas le saumon. » J'ai dit « Ce qui m'intéresse, c'est premièrement la recherche. Ouais. » Ça m'intéressait. Mais le saumon comme tel, je n'avais jamais pêché le saumon. J'en avais vu, puis de toute façon, je ne pêche pas le saumon. Je suis mauvais pêcheur à la mouche, puis je suis impatient à la pêche. Pourtant, pour un gars Quelle confidence! Ben oui! Pour un gars qui fait du jardinage, ça me surprend que tu ne sois pas patient pour la pêche. Ah non, je ne suis pas patient pour la pêche. Il faut que ça morde. Je viens des cantons de l'Est. On pêchait à partir de la perche chaude, puis de la barbotte, puis du brochet, puis du doré quand on pouvait, là. Mais, donc, jeune biologiste, vous vous retrouvez à passer cette entrevue-là au ministère. À un moment donné, ils ont fait, regarde, embarque avec nous autres. De toute façon, les grands instruits sont capables de changer de dossier. Puis, à un moment donné, ça reste la nature, ça reste ce que vous avez étudié. Ouais. Puis vous vous êtes retrouvé donc en charge avec quelques autres personnes de la ressource saumon.
Oui, c'était pas moi qui étais en charge. Je veux dire, tantôt, Yvon, il était notre chef de l'équipe, puis c'était plus lui qui était en charge. Nous autres, on était les gens qui allaient chercher les données sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a fait au début? C'est beaucoup implanter des travaux sur les rivières qui sont devenues des rivières témoins au début des années 80. Alors, ça fait 40 ans qu'on ramasse des données sur la rivière de la Trinité sur la Côte-Nord, puis sur la rivière Saint-Jean à Gaspé. Puis ça, c'est devenu une perle rare, une série de données accumulées année après année sur à la fois les jeunes qui partent en migration et les adultes qui reviennent. Ça nous a donné vraiment des ailes pour asseoir notre gestion plus fine au cours des années. Est-ce qu'on peut... Mais je veux vous dire quelque chose. Allez-y. C'est le début des années 80, c'est pas le début de la gestion. Le début de la gestion pour le Québec, c'est 1922. En 1922, donc il y a un siècle, on a eu la délégation formelle du fédéral pour faire la gestion du saumon au Québec. C'est le ministère, c'est le gouvernement québécois qui a obtenu cette délégation de gestion. Ouais. Si vous allez dans les autres provinces maritimes, c'est le gouvernement fédéral, c'est Pêche et Océan Canada qui gère la ressource saumon. Tu sais, on parle du saumon, puis tu sais, des fois, même avec les pêcheurs, j'aimerais qu'on parle du voyage du saumon, tu sais, qu'on parle du poisson en rivière avant de parler d'autre chose. Juste expliquer un peu. Moi, j'appelle ça le cycle de vie. Oui, exactement. Peu, là, puis on va distinguer, il n'y a pas on ne pourrait pas décrire un cycle de vie qui comprend l'Ungava sans faire une spécificité pour ça. Et saumon, les 4 rivières à saumon du nord qui se jettent dans la rivière, dans l'Ungava ou dans le nord du Québec, ont des cycles de vie plus longs, plus lents, je dirais, et assez différents de ce qu'il y a au sud. Oui. Mais au sud... C'est un verre d'eau aussi. Oui, au sud. C'est fascinant. Là. La fraie se passe à l'automne. Les œufs sont enfouis dans le gravier, passent l'hiver dans le gravier. L'éclosion a lieu au printemps, à peu près au temps de la débâcle. Les jeunes saumons vont passer 3-4 ans dans la rivière, en général, avant d'être prêts à partir vers la mer. Alors là, à leur dernière année en rivière, c'est leur taille pas mal qui détermine s'ils sont prêts ou non à partir. Okay. Alors, quand ils sont prêts à partir, ils mesurent environ 13, 14, 15 cm. Là. Et puis, ils vont, pendant l'hiver et le printemps, ils vont changer, on appelle ça smoltifier. Ils vont se modifier. Ils vont devenir argentés. Avant, ils ressemblaient à la couleur qu'on voit des truites, des ombres de fontaine. Oui. Mais là, ils deviennent colorés, argentés dans la rivière. Puis là, ils partent en migration. Et ça se produit, on va dire, mois de juin. C'est pas mal ça, fin mai, début juin, que ça produit la Tandis qu'il y en a d'autres qui montent pendant ce temps-là, qui montent pour frayer. Eux autres, ils croisent les plus gros, oui, qui reviennent dans leur rivière. Mais c'est aussi le temps où est-ce que les gros saumons qui ont passé l'hiver dans la rivière s'en vont. Moi aussi. Ah ouais. Oui. Puis donc, ils passent du temps en mer pendant... Là, oui, OK. Ouais, stop it. Oui, c'est ça. Tous les jeunes vont migrer dans le golfe du Saint-Laurent et ils vont sortir du golfe du Saint-Laurent pour s'en aller dans la mer du Labrador. La grande majorité de ce qu'on sait des saumons du Québec vont sortir par le détroit de Belle-Île, donc longer la côte nord puis sortir par le détroit de Belle-Île. Ils vont passer un premier hiver on va dire dans la mer du Labrador ou au sud de la mer du Labrador. Ça doit pas être chaud. Mais il y a des courants qui viennent du Gulf Stream qui ont une influence de température dans ce coin-là. Alors, c'est 10, 12, 15 degrés pendant l'hiver. Fait que c'est pas si froid que le Golfe. Penser, ouais. Le Golfe est plus froid que ça, nettement plus froid. C'est probablement ce qui chasse les saumons à l'extérieur du Golfe. Ils se nourrissent. Ils se nourrissent un peu moins pendant l'hiver, bien entendu, là, mais ils se nourrissent quand même. Mais ils ont pris beaucoup, depuis le départ de la rivière à aller jusque-là, ils ont pris déjà beaucoup de poids. Après l'hiver, il y a un choix physiologique qui se fait.
il y a une bonne partie des saumons qui vont revenir, mais pas sur leur pas. Ils vont passer par le sud de Terre-Neuve avant d'entrer dans le golfe du Saint-Laurent et retourner aux rivières. Ça, c'est vrai pour toutes les rivières de la Gaspésie, de la Côte-Nord, aller jusqu'à Natashquan. Passer Natashquan, c'est des saumons qui vont revenir par le détroit de Belle-Île. OK. Mais qui vont faire la Côte-Nord. Qu'est-ce qu'ils mangent, ces poissons-là, dans la mer, comme ça? Ils mangent de tout, des plus petits poissons? Ils mangent des petits poissons. Quand ils arrivent près de nos côtes, c'est le festival du Caplan. Voilà. Ah, OK. Alors, eux autres aussi en profitent. Oui, eux autres aussi. Ils en profitent. Ils prennent du poids, ils grandissent. Oui. Puis après quoi, une année ou une année, certains reviennent après un an, puis OK. d'autres restent OK. plus. Oui. Alors, ceux qui reviennent, au Québec, c'est en majorité des mâles qui vont être prêts à se reproduire, à monter les rivières puis à se reproduire. Ils vont peser, on dit souvent des 4-5 livres, là, tu sais, dans le... Oui, un beau tigril à pêcher. Mm-hmm. Oui, oui. Puis, mais leur consoeur, qui était dans la mer du Labrador, une grande partie va partir en migration puis va s'en aller sur la côte ouest du Groenland. Et ils vont arriver sur la côte ouest à la fin du mois d'août, septembre, et ils vont revenir dans la mer du Labrador, eux autres aussi, pour passer leur deuxième hiver. Après leur deuxième hiver, la majorité de ces poissons-là, qui sont des femelles, vont suivre le même chemin qu'ont suivi les madeleines, les mâles, et puis ils vont revenir dans les rivières. À ce moment-là, c'est des poissons qui pèsent à peu près 8-10 livres. Tu sais. Puis, ben, ils se retrouvent... Il y a une certaine partie des saumons qui ne reviendront pas après leur deuxième hiver. Ils vont refaire une migration vers le Groenland et ils vont revenir comme les deux mers ont fait et ils vont revenir dans les rivières pour une première fois après avoir passé 3 ans de mer. Alors là, je vais vous donner 3... Ouais, j'ai plusieurs questions là-dessus. Allez-y. Je vais donner 3 noms. Unibères marins, pour ceux qui passent 1 an en mer, qui sont les madeleines ou les grilles, qu'on dit souvent. 10 bères marins, pour ceux qui passent 2 ans. Tribères marins, pour ceux qui passent 3 ans, sans s'être reproduits. Ouais. Ils sont revenus. On va suivre les poissons jusqu'à la fraye. Mm-hmm. Alors, ils arrivent au printemps, au mois de juin, juillet, c'est là que se fait la grosse montaison. Hein. Sauf dans les petites rivières, là, il y a des saumons qui vont monter tard dans les rivières. Même des fois, dans des rivières après la pêche, qui vont monter. Mais dans les petites rivières. Oui, absolument. Ouais. Après la fraye, les saumons, contrairement à ce que bien des gens pensent, ne quittent pas la rivière. Ils vont passer l'hiver dans la rivière. Et ils vont partir seulement le printemps d'après. Pour la grande majorité? Pour la grande majorité. Ah ouais. Est-ce qu'il y en a qui partent quand même à l'automne ou vraiment ils passent... À notre connaissance, il n'y a pas de saumons du Québec qui partent à l'automne, en migration. OK. Ils passent l'hiver dans la rivière. Quand il y a eu des grandes inondations, des barques qu'il y a eu en décembre, il y a quelques années, au Gaspésie, je pense, à la Gaspé, dans ce coin-là. Ben oui, on en avait parlé aussi à ce moment-là. 900 mètres cubes. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a des saumons, bien, assurément, il y a des saumons qui seraient partis dans la glace ou ils auraient été poussés vers l'estuaire, non, peut-être pas. Il y a sûrement des pertes. Oui, hein? Quand on a eu le déluge du Saguenay, là, il y a des saumons qui se sont retrouvés partout. Là. Ouais. On a vu que les populations, dans les années qui ont suivi, surtout les jeunes qui étaient dans la rivière, ont subi un choc. Puis il y a eu une diminution importante de la quantité de jeunes dans les années suivantes. Mais leur pif, leur instinct, parce qu'après 3 ans en mer, je me dis, ton souvenir... L'album photo de ta rivière de naissance, il est loin. Puis tu sais, quand j'avais entendu, puis j'ai raconté ça l'autre jour, une histoire, j'avais entendu qu'un saumon qui avait été tagué sur une rivière, je pense, dans le nord, vers Gaspé peut-être, puis qu'ils l'ont remis à l'eau, parce que le ministère prenait, à une certaine époque, vous devez faire partie de ça, mais puis ils l'ont retrouvé, genre, mettons, à Matane, ou je sais pas, ou dans quelle rivière plus bas. Il s'était trompé, il avait monté la rivière, puis maintenant, il était pris, puis là, après ça, ils l'ont remis à l'eau, puis plusieurs semaines plus tard, il a été repris, puis retagué. Donc, il y a assurément, donc, dans la façon, avec le ministère des biologistes, vous avez réussi à trouver une façon le parcours que vous nous racontez là, ça s'est fait au fil d'expérience et pour découvrir cette aventure mystérieuse, parce que c'est pas banal, là, comme trajet dans le monde animal. Je veux dire quelque chose. Tantôt, tu as dit pif.
Alors, c'est le PIF qui les guide vers leur rivière. Mais ils vont... L'odeur de la rivière qui descend, mais les sédiments. quand ils sont dans la mer du Labrador, ils ne sentent pas la rivière. Mais non, c'est ça, ils ne sentent pas la rivière Pabos ou la Il y rivière. a un grand... comment je dirais ça? Grand mystère, on ne sait pas. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, il y a... Ce qui guide la grande migration, c'est un autre mécanisme qu'on connaît peu, qu'on connaît mal. Mais c'est un peu les mêmes mécanismes de migration pour les oiseaux. Les papillons, certains insectes, absolument. Alors, mais quand ils arrivent près des côtes, ils vont pouvoir retrouver l'odeur de leur rivière, puis remonter dans leur rivière. Mais ça, c'est vrai à 85, 90, 95%. Il y a toujours un certain nombre de poissons qui vont errer, qui vont rater la coche, puis qui vont finir... Ils vont rater la parade. Puis à un moment donné, ils vont rentrer dans une rivière. Là, la fraye... Je vais aller voir ce qui se passe là. Oui, c'est ça. Parce qu'ils détectent la présence de saumon, par exemple. Il y a par de l'olfaction. Fait qu'il va dire, là, je suis perdu. Là. Comme ici, là, près de Québec, là, ils se pêchent des saumons au pied des chutes Montmorency. Oui, j'ai entendu parler de ça. Mais... Pourquoi on va en Gaspésie quand on peut se faire une belle terrasse aux chutes Montmorency? Mais, c'est pas comparable. Non, je fais des blagues. Il n'y a pas de production de saumon qui vient de la rivière, que des chutes Montmorency. Mais il y a des saumons qui se dirigent, ou bien qui ont raté leur rivière, ou bien qui se dirigent vers la Jacques-Cartier, qui vont rentrer, qui vont les fouiner, puis qui vont être là. Puis pour un pêcheur, c'est toujours fascinant, l'arrivée des saumons en rivière, le début de saison et tout ça. Je m'étais déjà fait raconter par un champion moucheur, un fabricant de mouches, qui m'avait raconté sa théorie. Puis là, je veux la... non, mais attendez. La théorie du bloc appartement. Parce que je disais, non, il y en a en haut, puis à un moment donné, c'est plein en haut, puis là, tu montes dans l'eau de la rivière, puis là, ils sont rendus en bas. Il dit, ils arrivent la mer, ils montent, comme ils montraient dans un hôtel ou dans un bloc appartement, ils montent. Je vais aller voir au premier étage, je vais aller voir au deuxième, au cinquième, au dixième, puis à un moment donné, il arrive au dixième, puis il fait, non, il y a juste lui qui est là. On redescend en bas. Il redescend, il y a d'autres qui montent. C'est que, il disait, ça y va par étage parce que, ça dépend à quelle période de l'année tu pêches. Mais comment ça se passe, le fait qu'ils s'installent, puis qu'ils montent, puis qu'on les voit bouger, puis je comprends qu'à la fin d'une journée, quand moi je pêche, j'adore ce moment-là où tu en vois des nouveaux qui viennent s'installer, la noirceur arrive, ils disent « OK, je vais m'installer là », puis c'est souvent un moment propice pour la pêche. Mais pouvez-vous nous expliquer un peu la vie de tous ces saumons-là? Quand tu as une rivière comme la Matane, c'est 3000 saumons. Là. C'est pas banal, là. C'est 3000 locataires. Oui. Là, je suis en dehors de mon champ de compétences. Oui, non, mais quand même, là, on va sortir de la rivière. Je vais vous laisser avec la théorie. Avec mon bloc appartement. OK, bon, je le rappellerai. Mais c'est quand même intéressant, si je peux me permettre là-dessus, il y avait quand même eu des études en télémétrie qui montraient que les saumons, ils se promenaient beaucoup dans une rivière. Là, quand monte, descend, monte, descend, ils peuvent faire jusqu'à comme 50 km dans une journée. Ça veut dire des fois, ils peuvent faire 50 km, mais des fois moins. Fait qu'ils doivent fouiller. Il y a beaucoup de saumons qui demeurent dans la même fosse pendant plus longtemps. Ça, je peux te confirmer ça. Oui. Ça, j'ai sur les travaux, par exemple, sur la rivière Saint-Jean, on allait souvent se voir des saumons dans des fosses qu'on connaissait. Okay. Puis il y a des saumons qui étaient reconnaissaient d'une fois à l'autre, puis qui passaient l'été. On peut les appeler par leur prénom presque. Ils étaient reconnaissables, ils pouvaient passer l'été là. Tandis que des fois, c'est ça, il était 12, il était 15, des coups, une journée, il était 8, une autre journée, il était 18. Tu sais, il y a des mouvements, c'est sûr. Mais il y en a d'autres qui s'installent puis qui restent là à demeure. Mais peut-être, tu sais, justement... Mais, je vais te dire quelque chose. Oui. Les saumons ont avantage à monter assez haut dans le cours d'eau. Parce que d'abord, souvent, les conditions d'eau fraîche sont plus dans les parties amont. Puis, c'est avantageux pour les saumons d'aller se reproduire plus en amont que tout proche de la mer parce que les jeunes qui vont éclore, ils vont être nécessairement entraînés vers le bas de la rivière avec le courant. Puis, ils ne seront pas capables. Les saumons, ils montent des chutes que les jeunes ne peuvent pas monter. Effectivement. Hein? Alors, c'est un avantage à aller se reproduire, remonter vers son lieu d'origine. Puis d'ailleurs, il y a des études sérieuses qui montrent que les poissons vont se reproduire une bonne part des saumons se reproduisent là où ils sont nés. Oui, effectivement. Moi aussi, j'ai vu ça. Puis effectivement, on en fait pas mal de terrain aussi. Puis les frayères qui sont souvent les bonnes frayères qui sont beaucoup utilisées sont tout le temps assez haut, là, assez en amont des rivières.
que c'est une bonne chose de savoir que c'était effectivement un bon mécanisme de survie. En fond, je vais revenir un peu au début de ta carrière où, justement, tu es arrivé avec, Yvon, vous étiez des biologistes, on commençait un paquet de sciences. Est-ce qu'avant ces années-là, il y en avait de la télémétrie ou ça a vraiment été à partir de ces moments-là où on a commencé à faire le marquage a commencé bien avant ça. Parce que il y a des études là, qu'il faut regarder, là, s'il y a des gens curieux, là, c'est des études de Belding et Préfontaine. Belding, pas Building, mais Belding, B-E-L-D-I-N-G, et Préfontaine. Belding, lui, c'est un Américain. Préfontaine, il était professeur d'université. Et puis, ils ont commencé des études dans les années 30 parce qu'il y avait eu une forte diminution du saumon qui avait été constatée. Ouais. Il y a eu une commission royale d'enquête qui a été instituée puis qui ont subventionné des travaux de recherche sur les saumons. Et Belding et Préfontaine, eux autres, dans les années 30 et qui ont suivi. Ouais. Donc, entre les deux guerres, 14-18 puis 39-45. Et puis, ils ont marqué des saumons à différents endroits, dont la migration que je vous ai expliquée tantôt, là, passer par le sud de Terre-Neuve, puis quand ils reviennent, c'est eux autres qui ont montré ça dans ces années-là. Ils capturaient des saumons en mer, ils marquaient, ils relâchaient. Puis après ça, ils ont fait une étiquette, en fait. Oui, les étiquettes. Les puces, ils n'avaient pas dans ce temps-là. Ça devait être des assez grosses sondes, là, en fait, qui étaient... Non, c'est une étiquette qu'ils mettaient sur le dos du poisson, puis qui portait un numéro, puis qui permettait qu'il soit... Si tu le rattrapes ailleurs, ben, tu peux faire le lien avec... Oui. Puis on travaillait beaucoup avec les pêcheurs commerciaux à ce moment-là. À ce moment-là, il y avait de la pêche au filet dérivant au large du Nouveau-Brunswick, puis au sud de Terre-Neuve. Puis... à quelle époque, ça? Encore à ces années-là. Ouais. Le filet dérivant, donc un bateau qui se promène à la troll, quasiment à la troll, mais au filet. Non, c'est pas ça le filet dérivant, mais je veux dire le filet derrière le bateau. Oui. Là, ça se passait pendant la nuit, la pêche au filet dérivant. Voilà. C'est quand tu sors ton filet et tu le fais dériver. C'est aussi bien l'être de nuit. Tu mets une bouée à un bout, puis tu défiles ton filet qui mesure à peu près 1 kilomètre de long, puis là, tu te laisses dériver. Les saumons, pendant la nuit, sont près de la surface. Puis capturer les saumons comme ça. Tu vas faire des pêches complètement... Oui, mais il y avait eu justement au début, à cette époque-là, c'est quelques années où est-ce que les stocks de saumon étaient très bas, puis que ça a forcé un peu ces études-là. Mais donc, attends un peu, là. Ouais. Moi, je m'écarte, je suis rendu très loin. Arrêtez de vous écarter, ça va être une discussion comme ça. On ne s'inquiète pas, on va revenir tous les chemins mènent tous les chemins mènent à la rivière. Inquiétez-vous pas, on va passer à travers tout ça. Donc, moi, je veux revenir aux jeunes biologistes qui arrivent puis qui passent son entrevue puis il a la job. Là. Donc, la pile de travail dans le bureau, vous étiez plusieurs, ça, je comprends ça, puis on va y revenir aussi, mais c'était d'aller dans les rivières, puis c'était ça le mandat, d'aller dans les rivières, puis de voir comment ça se passait dans la communauté, la gestion de la rivière, la gestion de ce qui se passe dans l'eau. C'était quoi le gros boulot, la grosse job? Moi, c'était sur le poisson, sur ce qui se passe dans l'eau. Ouais. J'ai pas été très près des associations à ce moment-là, puis des choses comme ça. Là. Quoique j'ai travaillé avec les associations, mais c'était pas mon domaine. C'était mon domaine de recherche. C'était dans les rivières. À ce moment-là, il y avait, depuis plusieurs années, il y avait des travaux qui se faisaient sur la rivière Saint-Jean à Gaspé. Puis Yvon, quand je suis arrivé, Yvon Côté m'a demandé, il me dit, « Toi, tu arrives d'un autre secteur, qu'est-ce que tu apporterais, que tu vois qu'on devrait faire sur le saumon ou que tu devrais importer, que tu peux importer? » Puis la deuxième chose, c'était... commencer à travailler avec les gens des autres provinces. On avait à ce moment-là des comités avec le fédéral pour échanger des informations. Bon, la première chose, qu'est-ce que tu pouvais apporter? Ben moi, sur les années antérieures, j'avais travaillé sur l'orignal, dans le nord de Montréal. C'est ça, mais ça revient à la protection de la ressource. Puis ce qu'on faisait, à chaque année, on avait... Ça s'appelait la fiche du gros gibier. Tu sais, on était obligé d'enregistrer les orignaux, les gros gibiers.
Puis on avait une série de données cumulées année après année sur combien ils s'étaient tués d'orignaux dans tel secteur, etc., des mâles, femelles, les veaux. Bon, on avait des informations là-dessus qui nous aidaient à faire la gestion. Moi, je dis à Yvon, on devrait faire ce qu'ils font la fiche du gros gibier. Rapporter les données des pêcheurs. Des pêcheurs, les captures, année après année qu'on a sur les rivières. Wow. Là, on a commencé le bilan saumon. Qui existe encore. Ben oui, le bilan d'exploitation qu'on se sert, qui est une bible d'informations. Oui, c'est magnifique ça. Vous savez comment on fait des jaloux partout dans le monde avec ça. Oui. On a même rajouté une case pour les remises à l'eau maintenant dans ces bilans saumon. Là. C'est ça. Hein? Absolument, absolument. Ah non, c'est vrai que c'est une bible, puis je confirme que partout, c'est regardé jalousement cette information-là avec laquelle on a accès. Là. La deuxième chose, ça a été pour moi d'asseoir un peu ce qui se faisait, qui avait commencé à se faire sur une rivière à Terre-Neuve. Un chercheur, Mike Chadwick, travaillait sur Western Hambrook, une petite rivière à saumon, mais il capturait les poissons qui partaient vers la mer, les smolts qui partaient vers la mer. Puis il capturait les adultes qui revenaient. Alors là, quand on regardait ça, là, il espérait bâtir comme ça un suivi détaillé de c'est quoi la survie des poissons quand ils vont en mer, c'est bon, tout ça. Alors moi, je suis revenu avec cette idée-là. Puis j'ai dit, nos rivières, là, on a commencé à travailler pas mal sur la rivière Saint-Jean à Gaspé, c'était déjà en marche, mais il y avait eu des difficultés là, dans les... C'était perçu comment? Parce qu'en fait, on demandait aux pêcheurs à l'époque, malgré toute l'histoire, là, on sait que il s'est passé plein de choses dans les rivières de Gaspé, mais comment ça s'est perçu? Comment ça a été perçu? Est-ce que le monde était très ouvert à ça, de dire... de déclarer leurs captures. De déclarer les captures, parce que il y a tout un historique de pêche qui s'est fait sur ces rivières-là, un peu... là, ça devenait sérieux, là, ça devenait... Oui. Puis la grosse année pour démarrer tout ça, là, ça a été 1984. Un plan de gestion qu'on voulait quinquennal, qui a duré plus longtemps que ça, mais qui a eu des allègements, modifications. Ouais. En 83, au Nouveau-Brunswick, entre autres, là, il avait commencé à remettre les grands saumons à l'eau. Déjà. OK. Puis nous autres, on ne le faisait pas, en 83. Puis on était un peu regardés... comment je dis ça, de travers parce qu'on ne travaillait pas comme les autres. Il faut s'habituer à ça. Mais on n'a pas fait plus mal que les autres. 1984, c'est là qu'on a implanté des gros changements. D'abord, on a fermé la pêche commerciale en Gaspésie de façon définitive et sur la Haute-Côte-Nord, aller jusqu'à Franklin. On a dit, il faut arrêter la pêche commerciale. Les pêcheurs sportifs, avant ça, ils t'achetaient un permis de pêche au saumon, puis tu pêchais comme tu voulais, puis il n'y avait pas de limite de capture. Okay. Alors là, on a implanté l'étiquetage du saumon avec une dizaine de tags pour la limite annuelle. On a aussi limité à 2 ou 3 saumons sur certaines rivières le nombre de captures par jour. Tu sais, c'était le début d'implantation de ça. Puis ça a dû frotter un peu au début. Oui, c'est ça. Oui. Comment ça s'est passé? Ça a-tu été quand même bien reçu au début ou ça a quand même pris plusieurs années avec les pêcheurs? C'est pour ça qu'ils ne pêchent pas. Hein? Il n'y a pas voulu aller sur le bord des rivières pour rencontrer les... Non, mais moi, j'ai travaillé avec les pêcheurs commerciaux, les pêcheurs autochtones, les pêcheurs sportifs, puis j'ai pêché avec tout le monde, puis il n'y a pas personne qui m'a accusé d'être parti pris là-dedans. Fait que c'est bien correct comme ça. Alors, ça s'est passé... Il y a eu besoin de faire de la pédagogie, puis on a eu besoin de la FQSA qui a fait de la pédagogie avec ça aussi. Ah oui, mais c'est vrai. En même temps, la FQSA est née aussi en 1984. Oui. Mais avant, il y avait déjà une structure là, qui était là. Mais 84, c'est le début de la FQSA. C'est ça. Aussi. En 84, l'Association des pêcheurs sportifs de saumon du Québec s'est transformée pour devenir la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. Ça fait comme tellement de sens dans ma tête actuellement quand tu racontes ça. Je suis wow, OK. Ça convergeait vers quelque chose.
Là, il faut que je vous dise quelque chose par rapport à ceux qui se sont bien sacrifiés en premier, en 83, là, pour remettre à l'eau les grands saumons dans le Nouveau-Brunswick. Il faut savoir qu'au Québec, il y a beaucoup de rivières où on a une dominance de grands saumons. Ce qui n'est pas le cas dans les rivières, dans la grande majorité des rivières du Nouveau-Brunswick et de Nouvelle-Écosse, encore moins de Terre-Neuve, c'est beaucoup dominé par les madeleines, ceux qui ne passent qu'un an en mer. Les gros saumons, là, c'est nous autres qui les avons ici au Québec, là, avec la rivière Restigouche, bien entendu, Patapédia, Matapédia, rivière Moisy, c'est la Grande Casse. Il y a Grande Casse, il y a du gros bétail. Là. Ça, c'est du gros saumon. Mais dans les rivières de Nouveau-Brunswick, c'est beaucoup moins évident. Il y a quelques exceptions, là. Rivière Marguerite, par exemple, qui a beaucoup, Lady Cabreton, qui a des grands saumons. Mais majoritaire, à Terre-Neuve, tu arrives là, c'est des rivières à madeleine-eau. Puis un grand saumon, c'est un madeleine-eau qui est retourné en mer puis qui revient après un an. Okay. Puis qui s'est engraissé. Il n'y en a pas du gros, comme ce qu'on peut voir ici. C'est non. Puis l'instauration sur la rivière Saint-Jean, là, j'aimerais ça qu'on y revienne. C'est une rivière que moi j'adore, mais j'aimerais ça savoir, est-ce que, tu sais, comment ça s'est fait? C'est à peu près dans ces années-là, un petit peu après ces années-là? Avant même. Bien, c'était pas sur le modèle comme tel de rivière témoin, là. Mais racontez-moi un peu comment ça se passait peut-être à cette époque-là. À Gaspé, il y avait une pisciculture pour élever du saumon. Hein? J'ai déjà entendu ça. Ça me rappelle mon vieux temps, j'ai entendu parler pas de ça. Pas loin de la rivière York, là, en haut de... Oui. Bon, pas loin du pont de Oui. Alors, il y avait une station d'élevage de saumon. OK. Et puis, au début, le projet, c'était pour voir quelle était la meilleure méthode d'ensemencement, puis quels étaient les retours sur les saumons. Alors, parce que, est-ce que c'était bien d'ensemencer les alevins de ceux de première année à l'automne, ou bien est-ce que c'était mieux de les élever plus longtemps, ou bien, bon, différentes... C'était ça qui a été un peu la base des premiers travaux qui étaient là-dessus. Cette pisciculture-là, elle a été privée? Non, le gouvernement? C'était le gouvernement. Ah bon, j'ai jamais entendu parler que le gouvernement a des piscicultures. Ben, il y en a toujours. Tadoussac, c'est toujours une pisciculture du gouvernement. Mais il y en a eu plus, effectivement. Je pense qu'il y en a eu 5 en tout, c'est ça? De saumon? C'est des piscicultures. Là, je sais qu'il en reste 2. Il y a Tadoussac puis Baldwin. Oui. Mais avant ça, il y en a eu combien? Ben, il y en avait sur le saumon, là, il y en avait à Gaspé, Anse-Pleureuse, Tadoussac et j'en passe une. Et une autre qui nous reviendra. Qui nous reviendra, il n'y a pas d'inquiétude. Puis les résultats, ils ont été intéressants. D'abord pour voir que c'est pas tous les poissons semencés qui reviennent. Effectivement. Puis qu'il faut regarder les stades, puis les moments d'ensemencement, puis de tout ça. Mais on voulait installer, à ce moment-là, ils ont voulu installer une clôture de comptage à la fois pour les saumonaux qui descendaient et à la fois pour les adultes qui remontaient sur la rivière Saint-Jean. Malheureusement, il est arrivé dès la première année que la clôture était une crue. Une crue incroyable qu'il peut y avoir dans ce coin-là. Oui. Puis les arbres se sont mis à se cumuler dans la clôture de comptage, puis il l'a arraché. Alors la clôture a cédé. Puis là, il y a seulement une partie de la clôture qui est restée, je veux dire, viable, mais l'autre partie a été arrachée complètement. Puis le coût de réinstallation aurait été trop élevé pour ça, là. Donc, il a fallu trouver une autre méthode pour tenter d'estimer la dévalaison des saumonaux. Il y a eu un peu des essais et erreurs, là. Mais quand j'ai commencé, moi, sur la rivière de la Trinité, on a vite pensé à faire la capture, marquage et recapture des saumonaux. C'est-à-dire, tu vas dans un endroit, tu marques les saumonaux qui descendent, tu les relâches, puis plus bas, tu as un autre piège, puis là, tu recaptures des saumonaux. Si dans ta recapture, tu vois que tu as 10% des saumonaux qui sont marqués, bien, tu peux
déduire que tu avais capturé 10% des poissons quand ils ont passé au premier péage. Fait que ça te permet d'estimer la population avec une marge d'erreur. Les retours de saumon champions sur la rivière de la Trinité, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'avait choisi, parce qu'il y a une passe migratoire. Ah oui, c'est vrai. On les compte toutes. On sait tout ce qui vient. Puis avec la collaboration des pêcheurs, ben les enregistrements sont obligatoires aussi à partir de ce moment-là. Alors là, on a ce qui est enlevé de la rivière avant la fraye, ce qui nous laisse une bonne estimation de combien de saumon demeure pour la fraye. C'est à partir de ça qu'on calcule combien il y a d'œufs déposés dans la rivière. Là, on va faire un calcul du nombre d'œufs et quelques années plus tard, le nombre de saumonaux qui vont partir en migration. Avec ce nombre de saumonaux-là qu'on connaît, on va faire une estimation de qu'est-ce qui va revenir 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard de la migration en mer. Donc, le cycle complet sur les 2 rivières était installé à ce moment-là. Puis si je peux dire, c'est quand même, François, moi, je te connais peut-être, il y a beaucoup de gens peut-être qui te connaissent, il y a beaucoup de gens qui te connaissent pas, mais tu sais, comme toi, ton équipe, Yvon, tout ça, mais vous avez vraiment beaucoup fait avancer aussi ces calculs-là. Tu sais, les calculs, en fait, que vous avez précisés au fil de tous les travaux que vous avez faits, dans le fond, c'est encore des calculs qu'on utilise aujourd'hui pour estimer la production salmonicole dans les rivières. Puis, tu sais, j'aimerais ça aussi qu'on parle de l'indice de qualité de l'habitat sur lequel vous avez travaillé, qui est un autre élément, en fait, qui a été développé beaucoup plus dans ces La santé de la rivière. La santé de la rivière, puis qui nous permet encore aujourd'hui, c'est des indices qu'on utilise, puis des calculs qu'on utilise dans la gestion actuelle du saumon on peut en atlantique. parler, en fait, parce qu'il y a quelque chose de... En fait, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Ce que j'entends, c'est que c'est des gens assis autour d'une table qui essaient de trouver des solutions pour un poisson qui est en migration, qui va bouger dans un territoire immense. Essayer de capturer ça, c'est pas comme si on dit je pars en hélicoptère, puis je vois il y a 45 girafes là, puis il y en a 55 là, puis avec leur grand coup, je les vois, puis le moment donné, ils ont mangé tant de... Tu sais, dans le sens qu'ils se déplacent, ils traversent un cours d'eau. Parlons-en des rivières, parlons-en de quoi, c'est la qualité de l'eau? C'est quoi cette grille d'analyse-là? C'est quoi exactement? En plus, l'indice de qualité. L'indice de qualité? Oui, OK. Je vais vous m'amener là. Non, tout de suite ou tantôt? Tantôt. Plus tard? Okay. Moi, j'avais votre plan. Moi, on est encadré. Dites-nous. On était... je vous ai parlé de 1984, où est-ce qu'on a mis en place un plan quinquennal. Puis à partir de là... comme des scientifiques. Ben oui. À partir de là, on a raffiné nos règles de pêche au fur et à mesure. Puis il y a eu une diminution, puis encore récemment, il y a eu une diminution du nombre d'étiquettes. Hein. Oui. Et puis le quota par jour a diminué. La remise à l'eau des saumons, on s'est mis à remettre de plus en plus des grands saumons. On voit maintenant beaucoup de pêcheurs qui remettent aussi les madeleines à l'eau. C'est une façon de faire ou de voir. Et il est arrivé une année, il y a des fluctuations dans les populations. Il y en a toujours eu des fluctuations dans les populations de saumon, mais il y a quelques années, ça fluctuait à un niveau élevé, puis ça a toujours été un peu dans le bas. 1993, la survie en mer a été très mauvaise, et puis là, on a frappé une descente assez importante. Puis depuis ce temps-là, ça se maintient au niveau bas, mais au niveau quand même relativement stable. 1993, ça a sonné le glas. On a décidé de réduire et fermer complètement la pêche commerciale. À partir de 1993, aller à 2000, on a fermé toute la pêche commerciale sur la Côte-Nord. À ce moment-là, les Terre-Neuviens, eux autres, continuaient la pêche. Mais on le gardait un peu comme bargaining power. On va fermer un peu, mais vous fermez un peu, puis tout ça. Puis à un moment donné, eux autres aussi se sont rendus compte que d'abord, la pêche se faisait en mer. Ils exploitaient une grande partie de grands saumons, même si eux autres, dans leur rivière, il n'y a pas tellement de grands saumons. Donc, c'était des saumons d'interception. Puis les travaux de Building et Préfontaine avaient d'ailleurs montré ça. Que près des côtes, il y avait beaucoup de Terre-Neuve, il y avait beaucoup de saumons qui s'en venaient dans les rivières du Golfe et du Québec, qui étaient capturés là.
Donc, quand vous levez le drapeau comme biologiste, puis vous dites, OK, là, on arrête la pêche commerciale, donc en fait, l'État, dans ce temps-là, décide, comme il y a eu dans certains pays nordiques aussi, là, décide de racheter les permis de pêche pour les pêcheurs. Oui. Est-ce que c'est ça qu'ils ont fait? Oui, c'est ça. Hein? Il faut voir là, que les pêcheurs de saumon, là, c'était son gagne-pain. Oui. Parce que les pêcheurs qui étaient... Autrefois, là, il y avait déjà des gens qui avaient un permis de pêche au saumon, qui étaient garagistes, ils mettaient un permis, un filet au bout de son garage. Non. Ça a été éliminé il y a longtemps. Mais les pêcheurs qui restaient, c'était des gens qui avaient... Leur profession, leur métier, c'était ça. Alors, l'approche a été faite qu'on a racheté les équipements de pêche. Un permis de pêche, on aurait pu dire le quota il est 0, puis vous ne pêchez plus. Ouais. Mais on avait des raisons biologiques qui nous auraient amenés là. Mais par souci pour être respectueux de ces gens-là, on a procédé à un rachat des équipements de pêche. Ils étaient combien sur la Côte-Nord de pêcheurs à ce moment-là? On calcule par dizaines ou par centaines? Ou... non, pas par centaines. Il était moins que ça. Mais il y en avait un peu tout le long de la côte. Tout le long de la côte, il y en avait près des grosses rivières à saumon, près de la Moisie, près de la Natashquan, près des rivières Saint-Paul, plus loin. Donc en 93, est-ce que c'est en 93 aussi qu'on a arrêté la pêche à la morue aussi en même temps? Je ne veux pas parler de morue. C'est la même période où est-ce qu'il y a eu des hivers très froids. Il y a eu des coups de semonce de biologie. Oui, absolument. Puis il y a des biologistes qui défendent absolument le fait que le premier facteur qui a impacté la morue, ça a été des facteurs climatiques. Puis le fait que nous autres, sur le saumon, on avait des chiffres pour voir instantanément qu'est-ce qui se passait. Alors, on pouvait réagir rapidement. Tandis que la morue, il y avait beaucoup de pression de la part des pêcheurs et de l'industrie de la pêche qui était très importante. Puis, ils ont maintenu les quotas pendant trop longtemps après que les mauvaises conditions de survie des morues avaient. C'est toute une histoire fascinante aussi, l'histoire de la morue. Là. J'ai fait partie un peu d'une émission là, qui est présentement à la télévision sur le lot du diable. On a amené les gens dans le coin de Passepébiac et Port-Daniel, puis on a appris beaucoup là-dessus. C'est vraiment fascinant. C'est un autre dossier, on en reparlera hors micro, mais en fait, j'ai longtemps pensé que la richesse des Québécois, c'était les peaux de castor. On dirait qu'on apprenait ça dans nos livres d'histoire, mais la morue salée séchée, c'était vendu à travers le monde. Puis je comprends aussi qu'il y a eu de la résistance pour laisser aller nos permis parce que les gens gagnaient leur vie avec ça. Donc, il y avait moins de pêcheurs de saumon. Donc, le ministère, vous, les biologistes, vous, votre équipe, vous dites OK, on rachète les équipements. Donc, ces gens-là ont sûrement pêché d'autres choses, ont sûrement trouvé d'autres espèces à pêcher. Donc, on se retrouve en 93. Donc là, ce coup climatique-là a vraiment été là, dans tout le milieu, ce que j'entends là, des universitaires et des spécialistes ont fait OK, là, c'est nous autres, on est en train de. Il se passe quelque chose, là. Il se passe quelque chose de dramatique, en fait. Pour un biologiste, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Bon, j'ai-tu pris hors micro aussi, je disais qu'on cherche toujours un coupable. Quand ça va mal, c'est souvent que c'est plusieurs coupables en même temps. Ouais. Alors, puis il y a plusieurs causes. Donc là, parce que si vous parlez des gens du Nouveau-Brunswick, ils vont vous dire souvent « Hey, c'est le bar rayé qui a tout mangé, qui mange tous les saumons. » Alors que le bar rayé vivait depuis des siècles et des siècles à la même place que le saumon. Mais ils vont vous dire c'est les phoques. Moi, je trouve qu'il y a trop de phoques, mais là, je vais avoir un vrai biologiste qui va me dire qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est les poissons, les oiseaux piscivores qui sont en bien plus grande quantité qui n'ont jamais été, jusqu'à temps qu'ils pognent la grippe aviaire, là, ils vont peut-être baisser. Bon. Et, puis il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais les changements climatiques s'installent dans la mer en premier lieu. Ouais. Puis ils entraînent des grands changements de population de petits, de moyens, de grands poissons. Donc, c'est certain qu'il y a un effet global sur... une baisse de 1-2 degrés, ça se transforme. Oh mon Dieu, c'est beaucoup ça. Ouais. Ah oui. Puis là, actuellement, on sait que c'est en mer qu'il y a le plus gros impact actuellement sur le saumon.
les taux de survie. Moi, quand j'ai commencé les travaux sur la rivière de la Trinité, là, on avait à peu près 4 % des saumonaux qui revenaient à la rivière, 4 à 5 %, puis c'est tombé à la moitié de ça. Quand ça tombe la moitié, c'est la moitié d'adultes qui ne reviennent pas avec le même nombre de saumonaux. Là. Fait que c'est immense. C'est beaucoup, immense. C'est beaucoup, le choc a été Donc, est-ce qu'avec les changements climatiques, on peut dire qu'ils vont mourir en mer ou est-ce qu'on peut dire qu'ils ne retrouvent plus leur repère? Est-ce qu'ils sont comment dire, étourdis? J'imagine, là, je passe d'une piscine froide à une piscine un peu plus chaude, puis est-ce qu'avec mes instincts du saumon, qu'est-ce qui se passe? Tout l'écosystème est... Écoute, là, on voyait que la survie en mer d'un saumonot, quand 100 saumonaux partaient en mer, il en revenait 4. Donc ça veut dire que 96 mouraient. On a changé un petit peu. On a monté à 98 qui meurent. C'est pas beaucoup, passer de 96 à 98, mais c'est la moitié moins qui reviennent, ça, par exemple. Alors, tu comprends que là, on est passé de 4 % qui revenaient à 2 % qui revenaient. Puis est-ce qu'ils ne revenaient pas ou est-ce qu'ils mouraient en mer? Ils mouraient en mer. En mer. Ouais. Incroyable. Ouais, c'est clair qu'il y a des gros enjeux. Puis on va faire un balado spécialement sur les enjeux en mer, justement, pour pouvoir exploiter ça davantage. Parce qu'il y a tellement à dire, puis il y a tellement de nuances dans tout ça. C'est assez impressionnant. J'aimerais ça que tu continues ton histoire. Oui. 1983, là, c'était... 93? 3. Ah oui. La création de l'Ocsan. Ah. L'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord. Les pays producteurs de saumon, ils accusaient la pêche au Groenland d'être la cause du déclin. Puis, en partie, ça pouvait être vrai parce qu'ils se prenaient... la pêche a commencé à être rapportée en 1960 à peu près au Groenland. Puis là, elle avait connu une croissance phénoménale. Puis là, les pêcheurs, les pays se sont dit, d'abord, il faut faire le ménage là-dedans. Ils ont créé l'Ocsan et puis ce qui réunissait tous les pays producteurs de chaque côté de l'Atlantique. Alors, à la fois les pays qui sont maintenant dans l'Union européenne, là, je parle ben non, je t'ai pas dire l'Angleterre, ils sont plus non. Les nouveaux, là, ceux qui viennent de s'intégrer? Oui. Suite à l'Ukraine, la Finlande, tout ça? Non, mais c'est les pays Norvège, Finlande. Oui, c'est ça, exactement. Les pays nordiques, oui. Puis l'Irlande, puis l'Écosse, puis et la France, sont tous rentrés. Ces pays producteurs de saumon sauvage ont fait cette organisation-là, puis on dit dorénavant, on va tenter mettre un cap sur l'évolution de cette pêcherie-là, ce qui a été fait. Puis, petit à petit, avec l'aide de scientifiques, ils ont demandé des avis au Conseil international pour l'exploitation de la mer, au CIEM, qui est un organisme là, qui est plus que centenaire, qui fournit des avis scientifiques sur l'état des stocks de différentes ressources. Alors là, nous autres, le Québec, on a participé assez tôt à ces réunions-là. Puis ça a été magnifique comme échange parce que la réunion qu'on avait à chaque année des scientifiques durait 11 jours. Aïe, aïe! C'est un temps tellement précieux d'échange, de partage. Là-dessus, on avait le dimanche de congé, puis les restants, c'était des réunions. Et puis, chacun mettait sur la table toutes ces informations qu'il y avait. Puis ça nous permettait de partager les informations. Ce qui a mené à l'imposition de quotas de pêche au Groenland. On a sorti toute la flotte des pays qui n'avaient pas d'affaires là. Même les pays producteurs de saumon ont retiré leur bateau là, de là. Il ne restait que les Groenlandais qui pêchaient au Groenland. Et puis, les grandes réunions scientifiques, à chaque année, on mettait sur la table toutes nos informations. Il n'y a pas de cachotterie. Tout le monde arrive et essaie d'aider, de prendre et d'aider, de donner les informations. Puis on a essayé ça, qu'est-ce que vous faites? Puis là, on faisait aussi il y en avait là-dedans qui apportaient plus des données, comment je dirais ça, des modèles de gestion. Puis c'est là-dessus que
on s'est appuyé, dans le fond, pour faire le grand changement qu'on a fait à la fin des années 90 au Québec. C'est là que je vais te conter l'histoire. D'abord, je n'ai pas fait ça seul. Il y avait 2 autres chercheurs qui étaient des jeunes chercheurs, Serge-Éric Picard, Pierre-Michel Fontaine. Oui. Le regretté Ouais. Pierre-Michel Fontaine. Serge-Éric Picard, lui, ce qu'il a fait, c'est, lors de sa maîtrise, il était à l'Université du Québec à Rimouski, il a pris les données de pêche électrique qu'on avait dans les rivières, puis il a analysé toutes les données de capture qu'on avait des jeunes, des juvéniles, mais aussi on prenait des mesures sur le milieu, vitesse du courant, profondeur d'eau, la granulométrie, c'est-à-dire la grosseur du substrat, ces choses-là. Il a largeur de la rivière. Il a pris toutes ces informations-là, puis il a dressé un modèle qui pouvait être un modèle, un IQH, un indice de qualité d'habitat. Wow. Qu'est-ce qui est un bon habitat pour le saumon? Pendant la même période, Pierre-Michel Fontaine, lui, on travaillait à 3 là. Pierre-Michel, lui, il a travaillé sur l'analyse de stock recrutement. Qu'est-ce qu'un stock recrutement? Ça veut dire combien un nombre de géniteurs produit combien de juvéniles. On avait quelques informations qui venaient de nos rivières témoins, mais on a utilisé d'autres rivières où est-ce qu'on avait des bonnes données quand même de montaison, par exemple la Matane. Puis où est-ce qu'on pouvait voir comment une année de saumon pouvait produire de saumon adulte X années plus tard, quand il revenait. Alors, ces analyses-là, Pierre-Michel, il a fait un travail merveilleux sur 6 rivières à saumon. Maintenant, on a essayé de mettre ça ensemble. Comment la description de l'habitat a été faite par Serge-Éric. On avait des données de description d'habitat qui avaient été faites en photographie aérienne sur presque l'ensemble des rivières à saumon du Québec. Alors là, bien entendu, on n'avait pas la profondeur et la vitesse du courant avec les images satellites, mais on avait la description du profil de la rivière. Ça, c'est un rapide. Ça, c'est un seuil. Dénivellation. Ça, c'est de l'eau morte qui est comme un méandre ou des choses comme ça. Alors, avec cette description-là, Serge-Éric a retravaillé son modèle pour ne prendre que les données qui étaient disponibles sur photographie aérienne pour dire, bon, on a calculé les unités de production dans chacune des rivières. Qu'est-ce qu'une unité de production? Je vais simplifier ça, je vais dire, c'est comme une superficie qui ramasserait toutes les qualités idéales d'un habitat pour la bonne vitesse de courant, la bonne profondeur, qui ramasserait tout ça. Ça donne une unité de production. Sur les rivières témoins, sur les rivières où est-ce que Pierre-Michel a fait ses analyses de stock recrutement, on avait cette information-là. Combien il y en avait d'unités de production? Alors, si on avait 1000 unités de production, puis qu'on voyait que ça produit tant de poissons, on a fait un suivi, on a élaboré un modèle là-dessus. Alors, c'est pas beaucoup avec 6 rivières. Puis là-dessus, on avait seulement des petites et moyennes rivières. On n'avait pas de très grandes rivières. On ne pouvait pas embarquer la Moisie là-dedans, on n'avait pas de rivière. Trop gros, mais c'est un fleuve. Oui, ça devait être un autre... Bon. Fait que là, on a... en 1900, on a eu la pression de la part du fédéral pour fermer la pêche au grand saumon. Ils voulaient prendre une position canadienne, fermer la pêche au grand saumon. On a pris une position atténuée, on va dire, fermer la pêche au grand saumon, là où on n'atteint pas notre seuil de conservation. Alors, un nouveau mot, le seuil de conservation. Qu'est-ce que c'est le seuil de conservation? C'est par les analyses de stock recrutement, on pouvait déterminer quel était le point où on avait 50% des chances d'atteindre la conservation, le nombre de géniteurs qu'on a besoin dans la rivière pour maintenir les populations. On avait 50% des chances de ça. On a pris un peu plus de prudence. On a dit, on va chercher d'avoir 75% de probabilité
de l'atteindre, donc un petit peu plus que moi. Puis, ça a été changé plus tard pour atteindre 95%. Les grands géniteurs qui sont là, puis dans ce temps-là... Combien que ça prend de géniteurs pour assurer? Même aujourd'hui, il faut déjà avoir un décompte de réaliser avec un certain nombre de grands saumons de rentrer dans la rivière pour pouvoir ouvrir au grand saumon. Mais ça a été comme à partir aussi de tout ce travail-là qui a été fait. On a sorti un rapport là-dessus qui est resté, je pense, qui est resté célèbre, là, qui s'appelle « Seuil de conservation et cible de gestion pour les rivières à saumon du Québec ». Oui. On avait 116 rivières. Puis sur 116 rivières, on n'avait pas des données parfaites, mais on avait suffisamment de données pour pouvoir calculer un seuil de conservation. Puis comme je vous dis, là, il n'est pas parfait. Sur les grandes rivières, il est loin d'être parfait. Sur certaines petites rivières, il n'est pas parfait non plus. Mais à partir de ça, on avait au moins on avait au moins des paramètres qui pouvaient nous guider où est-ce qu'on était dans la gestion de notre population. Bien, puis, tu sais, ça a été aussi un peu, ce qui a pu rendre possible la gestion rivière par rivière qu'on fait at large au Québec aussi. Si ça avait pas été réalisé sur autant de rivières, si imparfait soit-il, c'est quand même mieux que de passer avec un gros pinceau rouge sur l'ensemble des rivières avec des modalités de pêche uniformes, quand en réalité, chacune des rivières a ses particularités, puis qu'il pouvait y avoir une gestion modulée en fonction de l'information qu'on pouvait recueillir sur chacune des rivières. Puis tu sais, peut-être un autre petit élément, tu sais, moi ça fait après 8 ans que je suis à la FQSA, puis j'ai pu consulter de vos travaux, puis, excusez, j'ai vu aussi... l'ampleur du travail qui avait été fait au niveau de l'analyse des photos, de cartographie, de caractérisation, de toutes sortes d'affaires. Hey, au bureau, là, on a des grosses cartes encore. On a des affaires qui ont été utilisées par ceux qui ont fait... je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais quand on fait de l'analyse cartographique avec... je ne sais pas si ça dit quelque chose... avec des genres de loupes de chaque œil pour être capable d'analyser des photos aériennes, toutes sortes de méthodes qui ont été utilisées. Ça a pris plusieurs années, beaucoup de travail, puis il y avait un gros programme qui avait été mis en place à ce moment-là pour financer l'ensemble de ces travaux-là, je crois. Oui, ces photos-là, souvent, les photos datent d'avant 1980 ou alentour des années 80, dans plusieurs cas. Mm-hmm. Et... on est encore, je pense, tributaire de ces données-là. Imparfaites, mais qui existent. Puis, c'est sûr, dans notre rapport là, de 1999, là, dont je vous ai parlé, là, on a bien dit qu'il faudrait revoir le modèle avec accumulant plus de données. Parce que dans notre modèle, il y a peu de paramètres. Il y a la granulométrie, il y a le type d'écoulement qu'on a, soit, je te disais tantôt, rapide, ça, il y a tout ça. Il y a la largeur de la rivière qui rentre dans le paramètre. Puis il y a la période de croissance. T'imagines que, je veux dire, j'ai souvent dit ça, là, la rivière Matane, si tu la transportes à Blanc-Sablon, là, elle ne produira pas autant. Ah ouais. Parce que la période de croissance est pas mal plus courte à Blanc-Sablon qu'elle l'est à la rivière Matane. Ça fait du sens. Donc, on a intégré ce paramètre-là aussi, là-dedans, dans le modèle. Mais je suis surpris qu'il ait résisté aussi longtemps dans le temps. Puis, il est à perfaire. On peut sans doute avec des nouvelles données qui sont recueillies, il pourrait être absolument. amélioré. Puis je sais qu'entre autres, pour tout ce qui est de l'indice de qualité de l'habitat, c'est en train d'être réévalué. On a accès à une technologie qu'on n'avait pas accès non plus à l'époque, au moment où vous aviez fait ça. Autant des drones, autant des analyses et des logiciels d'analyse cartographique. Fait que mais reste que malgré le fait qu'on va continuer à l'améliorer, cet indice-là, ça part quand même du même principe d'analyse et de ce que vous avez mis en place, en fait, perdure, mais c'est... Il y a quelque chose qui me chicote, peut-être que je sors un peu du sujet, mais je me suis demandé dans tout ça, est-ce que sur les rivières à saumon, il y a eu beaucoup de draves? Est-ce que dans vos analyses, dans le sens que certaines rivières où il y avait beaucoup
Il y a eu plusieurs rivières à Saumon où est-ce qu'il y a eu de la drave. La rivière de la Trinité en est une. Puis, on trouve encore des pitounes dans le fond de la rivière à certains endroits. Puis l'impact de ça, en fait, sur... c'est... je m'en doute, mais je veux dire, entre les œufs de saumon et la pitoune qui pourrit dans le fond, ou en même temps, le saumon fait son chemin dans plein de choses, mais je serais curieux d'avoir votre avis. La reproduction se produisait surtout dans les têtes de rivière. Il y avait un peu, peut-être, moins d'impact sur... Mais, la pulpe, le sédiment. Comme scientifique, là, je ne peux pas répondre à cette question-là. On sait que dans les rivières, où est-ce qu'il y a eu... Des fois, il y a eu d'autres choses qui ont été faites. Du redressement de rivière, ça, là. Ah ouais, ça c'est vrai que ça a été sûrement le pire. Ça, c'était couper des courbes dans le fond ou bien pour que la pétoune descende mieux. Là. Ben oui, c'est ça. On va faire une belle rivière douette. C'est bien plus pratique. Là. Le chenail. Hein? Oui, ça, il y a eu gratte le fond avec la pépine, gratte le ça. Mais il y a beaucoup de rivières à saumon. Il y a la rivière à saumon où est-ce qu'il n'y en a pas eu non plus de drave. Puis c'est plus vers le nord, les fluctuations des populations se sont faites sentir aussi sur ces rivières-là. Oui. OK. Fait que c'était pas nécessairement relié avec les si proches que ça. C'est pareil comme on dit. On dit, les barrages, tu vas souvent voir ça, là. Les barrages sont une cause. Si tu fais un barrage, pas de passe migratoire, c'est sûr c'est une cause. Mais si tu fais proprement ça, la rivière Matane est un bel exemple. Très bel exemple. Il y a un barrage, puis les populations de saumon se maintiennent bien là-dedans. La rivière Métis, à côté, merveilleuse. Là-dessus, on a rebâti dernièrement un passe migratoire avec transport des poissons, puis qu'on les amène en amont de chutes qui sont infranchissables. Il y avait ça sur la Madeleine encore aussi, la rivière Madeleine. La rivière Madeleine. Alors, plusieurs endroits, sur la Côte-Nord, à Port-Cartier, la rivière aux Rochers, c'est aussi, tu captures des saumons qui rentrent dans la rivière, puis ils transportent en amont des chutes, puis ils continuent leur chemin là. Puis en parlant de barrage, je connais pas toute la réponse, fait que je vais me permettre de te poser la question, parce que je sais que tu as participé à ça. Il me semble que c'était dans le cadre de la Métis, mais je m'en rappelle plus. En fait, à un certain moment, lorsqu'il y avait la construction de barrages, il y avait des barrages pour lesquels le saumon pouvait monter, mais il n'y avait pas nécessairement de méthode pour que le saumon puisse redescendre en un morceau. En fait, je sais qu'entre autres, il y avait des problématiques avec quand les smolts redescendaient, il y en avait une bonne partie qui était broyée dans les turbines. Fait que je pense que tu avais travaillé sur l'amélioration des techniques pour éviter... Sur le principe. Moi, je n'ai pas travaillé sur la pratique, là, mais sur le principe, c'est d'installer un grillage ou de fermer les turbines durant le temps de la dévalaison, le gros de la dévalaison. Puis on sait que le gros de la dévalaison, ça se produit dans un temps assez court, puis c'est assez intense. Puis ça se produit principalement la nuit. Fait que, avec ces paramètres-là, là, tu peux gérer des fermetures de turbines ou bien installer des grillages pour empêcher les saumonaux d'entrer dans les turbines pendant une certaine période durant la période de dévalaison. Fait que maintenant, quand il y a justement des barrages sur les rivières à saumon, ils ont généralement soit des grillages ou encore ils mettent en place des procédures pour éviter de broyer les smolts pendant la dévalaison. C'est quand même bon à savoir. Oui, en même temps, c'est des projets, c'est que la nature... il y a beaucoup de réflexions qui se font après aussi. Là, je me rends compte, en fait, il y a des décisions dans le monde de la recherche. Il y a beaucoup d'essais-erreurs. Puis des fois, il y a des conséquences qui viennent avec ça. Puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Chaque saison, chaque hiver, surtout dans un pays comme le nôtre, dans une province comme la nôtre, les territoires sont immenses, sont sauvages. Il y a eu des surprises. Puis même, le territoire s'est gorgé, s'est fabriqué de cataclysmes. Puis c'est sûr que... Mais c'est fascinant, l'histoire du saumon, ce que vous avez fait, M. Caron, François, mais il y a tellement de choses encore à jaser. Est-ce que... Oui, je vais y aller à quelque chose que je trouve important. Oui, bien, c'est ça que j'allais dire. Parce que là, à partir de 2000, là, on avait notre système de gestion en place, puis qui est basé sur l'analyse IQH, stock recrutement. Ce qui est arrivé après, là, qui a un peu changé, bouleversé nos connaissances, là,
c'est la génétique. Louis Bernatchez, et avec 2 étudiantes en particulier, se sont investies sur le saumon. Mélanie Dionne, qui a fait son doctorat, pour arriver à pouvoir déterminer les unités de conservation du saumon, dans le fond. Quelles sont les rivières qui ont des profils génétiques qui se ressemblent? Donc, habituellement, c'est des rivières avoisinantes, mais jusqu'à quel point on va faire une coupure pour que ça soit une autre unité de conservation. Mélanie, elle a obtenu, avec le travail qui a été appuyé par des techniciens et biologistes de partout au Québec, même est allé chercher des données à l'extérieur du Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Labrador. Et puis, elle a déterminé que les saumons avec un tel profil appartenaient à telle région, parfois même plus spécifiquement à une grosse rivière dans la région. Ce qui a mené une autre étudiante avec Louis Bernatchez, Marika Gauthier. Marika, elle est allée au Groenland. Puis, elle a échantillonné au Groenland. Puis, avec l'analyse, elle a pu montrer que ce saumon-là, il vient de la région de la Côte-Nord. Celui-là, il vient de Anticosti. Celui-là, c'est pas nous autres. Celui-là, pas nous autres. On ne te reconnaît pas, toi. On le connaît pas. On le connaît pas. Okay. Mais ça a forcé tout le monde, hein, partout dans le monde. Tout le monde s'est mis à... Mais c'est à qui ce saumon-là? Ben oui, mais il y a de ça. Ils se sont mis à faire des analyses d'autres aussi, de leur rivière à saumon pour déterminer leur profil, puis savoir d'où est-ce que qui allait là. Alors, c'est immense. Ce qui s'est passé. Immense le travail génétique, puis les possibilités de connaissances que ça apporte, là. Ça a développé tout un champ d'expertise, 2005 et plus, là, pour... Ça doit être fascinant quand on est un biologiste de métier, qu'on passe sa vie à travailler là-dessus, puis qu'à un moment donné, c'est des gens que vous avez dû rencontrer dans votre parcours, mais que deux jeunes étudiantes comme ça commencent à travailler là-dessus, puis arrivent avec ça doit être frémissant de bonheur, parce que tu dis, en plus, dans une branche, oui, qui vous a intéressé, mais là, ils s'en vont creuser dans un sillon. Ben, c'est magnifique, la science. Dans ces années-là, on n'était pas des années très riches au ministère. Hein? Non. Puis moi, celui que j'ai eu, le poisson que j'ai attrapé, c'est Louis Bernatchez. Oui. Parce que j'avais demandé si on pouvait faire un projet sur le saumon. Il m'avait dit, oui, tant d'analyse génétique, tant de ça coûte tant. Tu sais. Là, on arrivait à un prix de fou là, pour nos pauvres budgets. Fait que là, je l'ai convaincu de prendre des étudiants gradués qui vont chercher des bourses d'études ailleurs, puis avec des bourses qu'il y avait pour sa recherche, lui, de joindre les deux. Alors, on les a accompagnés là-dedans. Par exemple, je disais que tantôt, les techniciens et biologistes des régions sont allés recueillir sur le terrain des jeunes, des tacons, pour qu'on fasse l'analyse génétique. C'est un investissement important, mais ce n'est pas de l'argent que sonnant et trébuchant qu'on n'avait pas. Mais en faisant leurs travaux de terrain, ils sont allés chercher des données qui ont alimenté le travail de... Toute la chaîne d'information, c'est ça qui est fascinant dans tout ça. Le travail de Mélanie pour faire son travail. Ouais. Alors, wow. Là, on n'a pas fini de d'éplucher, là. Mais non, maintenant, l'utilité de la génétique. Ah, ça, c'est sûr et certain. Incroyable, là, ce que ça nous amène. Puis, tu sais, maintenant, même, on fait des analyses comme de l'ADN environnemental où on va prendre un échantillon d'eau, par exemple, qui va être analysé puis qui va nous donner des profils sur toute la biodiversité, en fait, qui est présente à un moment donné. Même, là, il y a des techniques d'ARN environnemental qui se développent, qui donnent aussi de l'information si l'espèce est présente ou non à un moment donné, ce qui est quand même extrêmement précis. C'est des technologies avancées, mais il y a du potentiel incroyable. Alors, moi, on arrive de proche de la conclusion. Hein? Oui. Moi, là, ce que je pense, c'est que par nous autres, même seuls, nous autres, on est bien intelligents, là, mais on n'est pas assez intelligents pour se passer des autres aussi. Alors, la participation qu'on a faite avec les comités nationaux puis internationaux nous a apporté beaucoup d'eau au moulin.
Puis il nous a apporté des superbes belles collaborations avec des chercheurs ailleurs, puis il nous a ouvert plein de chemins. Puis il nous a accéléré par 10, si tu veux, le développement de nos connaissances pour pouvoir les appliquer dans la gestion du saumon. Puis je pense que ça doit se poursuivre. C'est important, puis ça doit se poursuivre. Ça fait, je vous disais, des réunions de 11 jours, là, et ceux qui pensent qu'on va là, puis c'est des vacances, là, se trompent. Oui. Ça travaille. Oui, ça travaille. Ça travaille. Puis quand on sort de la réunion, on a un rapport que tout le monde a vu. On a les yeux cernés, mais on a un rapport qui est remis, puis qui est très utile pour la gestion de tout le monde. Ah oui. Puis pour être juste après conclusion, mais justement pour être en contact avec plein de gens, puis non seulement du côté gouvernemental, non gouvernemental, je vois à quel point c'est bouillonnant ces années-ci. En fait, il y a ce désir de... Peut-être la pandémie, ça l'a aidé, puis ça l'a comme réactivé notre désir d'être ensemble, puis de communiquer, puis d'échanger, de partage, puis d'avoir ce type de rencontre-là à tous les niveaux. Mais je vois vraiment qu'il y a ce besoin-là qui est très, très fort à l'heure actuelle. Puis je trouve ça bien inspirant, en fait, pour l'avenir. Puis l'autre chose, c'est que nous avons chez nous un trésor national qui s'appelle les rivières témoins. Moi, j'ai eu à défendre des fois, il y avait un nouveau patron, à un moment donné, je ne parle pas d'Yvon, là, je parle d'un patron administrateur, il dit, bon, là, ça fait 16 ans là, que tu travailles sur la même rivière, là, tu dois commencer à connaître, il serait temps qu'on change. Tu sais. Mais non, il ne faut pas qu'on change. C'est le cumul des années qui nous apporte toute l'information de comment se passe le grand système. Alors ça, je suis content de voir que les nouveaux biologistes... Il faudrait l'envoyer dans les vignobles français qui font ça depuis 200-300 ans, là, certains vignobles, puis c'est justement la culture de chaque année de refaire, puis de refaire des erreurs, puis de calculer. M. Caron, François, je voulais vous remercier. En fait, ça reste toujours mystérieux pour des pêcheurs comme moi. Le travail que vous faites. Vous avez éclairé, je suis convaincu, plein de monde. Votre travail nous permet, nous autres, les humbles pêcheurs citoyens, d'aller vivre des moments extraordinaires. Tu sais, j'ai initié mon fils, j'ai pêché avec mon grand-père. J'espère que ma fille va venir pêcher. Je remettrai à l'eau mon prochain saumon en pensant à tous les biologistes du Québec qui travaillent pour que ce miracle-là arrive, qu'une petite mouche dans le fond de notre coffre, on la met et qu'on vive des moments comme ça. Notre territoire est extraordinaire, puis vous êtes très inspirant. Merci pour tout. Puis quelle belle rencontre. Hein? Moi, ça m'émeut. Absolument. Merci beaucoup, François. Ben, merci de l'invitation. Ouais. Ça m'a fait grand plaisir. Au plaisir. Là, mettez-vous à la pêche. Lâchez le jardinage. Là.